François Bon, les carnets. On va aller faire une petite excursion, j'allais dire du côté de Baudelaire, et pourtant c'est pas de Baudelaire dont je vais partir. Tenez, par exemple, ça pourrait être Rimbaud, puisque là c'est cette même collection, l'un et l'autre. C'est un gars qui s'appelait Jean-Bernard Pontalis, je crois qu'il était aussi psychanalyste, mais qui avait lancé cette super collection chez Gallimard. Je pense que vous en avez chez vous, là, juste là, en faisant un petit tour, ploum, tiens, voilà, c'est bleu, ça doit être ça, de Christian Garcin, Borges de loin, magnifique Dominique de Sidour sur Edvard Munch, si c'est l'enfer qu'il voit. Donc, bien compris le principe, c'est on prend une figure, un personnage, et on joue avec. Qu'est-ce qu'il avait fait, Pierre Michon? Il voulait faire un livre, lui, sur le frère d'Arthur Rimbaud. Et puis, il dit à Boubillet des éditions Verdier, bon, ça va pas, je suis au 9e chapitre, j'ai toujours pas parlé du frère. Ah ouais, mais t'as parlé tout le temps de la mère. Ben vas-y, appelle le Rimbaud le fils. Et puis voilà, c'est devenu évidemment notre cher Pierre Michon, un classique. Et puis il y en a un autre. C'est de celui-ci dont je voulais parler. Un gars qui s'appelle Gilles Ortlieb. Et j'en parle tout simplement parce que ce livre vient d'être repris. Alors, la maison d'édition s'appelle Le Bruit du Temps. Ça, c'est une compile de textes de Cécile Weisbrot, le Nevermore, là, sur les traduire. Promenade au phare de Virginia Woolf, un livre pour moi une des plus belles lectures là, de ces dernières années. Le Bruit du Temps, donc c'est Antoine Jacotet, le fondateur, et Antoine Jacotet avait notamment été un des initiateurs de la collection Quarto chez Gallimard, et il vient de rééditer et a pris poche justement ce Gilles Ortlieb, Fuir Paris au Grand Miroir. Je ne suis pas sûr du titre. Pour moi, c'est Gilles Ortlieb, Baudelaire s'en va à Bruxelles. Ça ira. Non, c'est pas mieux. Baudelaire, droit vers la Belgique. Nous, on va lire le début. Baudelaire, Paris-Bruxelles, Bruxelles-Namur. Baudelaire s'en va de Bruxelles à Namur. Je vais le lire. Donc, Gilles Ortlieb, là, vous le trouverez. Donc, si vous voyez la tête à Baudelaire sur le livre, là, mais avec marqué Le Bruit du Temps, c'est le même que collection l'un et l'autre de Pontalis. Pourquoi moi c'est bizarre. Je me souviens, je crois que c'était à Bron, salon du livre. Je me revois, il fallait monter dans un petit minibus qui nous ramenait vers la gare. Et il y avait Pontalis, et il savait qui j'étais, je savais qui il était, une volonté, serrer la main, etc. Il voulait parler, puis moi, à ce moment-là, c'était l'époque, le vieil homme et la mère, Gallimard, je pouvais vraiment pas les voir. Et je sentais bien qu'il... Alors, après, tu gamberges, je dis, conversation avec Keith Richards. Ah bah, c'est sûr qu'il aurait été sacrément mieux chez l'un et l'autre, mais bon, c'est comme ça, et c'est pas grave. Et vous voyez, pour moi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Baudelaire soit allé passer 2 ans à Bruxelles, et puis quand il est revenu, c'est la période où il était malade, où il y a eu les crises, et puis ensuite l'hospitalisation dans cet établissement gratuit, alors qu'il avait tout son héritage encore. Il n'en avait même pas pris la moitié, mais sa mère voulait rien payer, et qu'il était là, dans ce truc-là, où la phase, il ne veut plus pouvoir dire que croyons. Pauvre Baudelaire, mort à 46 ans. Et puis, ce truc, partir en Belgique pour en finir avec les soucis, en finir avec les questions de fric, puis évidemment, c'est pas passé comme ça. Donc, sont venus ces textes tellement amers, Baudelaire cynique, qui n'est pas à son meilleur. Mais moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Alors, Gilles Ortlieb, c'est marrant parce qu'on a le même âge, mais alors à 2 jours près. Bientôt, ça va être son anniversaire. Je ne pense pas qu'il soit beaucoup sur les réseaux, donc je lui souhaite bon anniversaire quand même à Gilles Ortlieb. C'est pas le propos. On a des amis communs. Ouais, justement, Christian Garcin. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, puisque Ortlieb est aussi traducteur. Et là, son idée, fichu respect.
Par exemple, il dit au début du livre qu'il a bénéficié d'une mission Stendhal là, du ministère des Affaires étrangères. Moi, j'avais aussi demandé ça et je l'ai eu. Ça a pris en charge une partie de mon séjour à Providence quand il s'agissait de travailler sur les manuscrits de H.P. Lovecraft. Et donc tu te dis, ouais, mission Stendhal. Je me souviens d'un autre ami, Anthony Poirodeau, lui, il a obtenu ce truc-là pour partir là-haut, dans la baie Churchill, là, tout à l'autre bout du monde, là, au bord du cercle arctique. Ben non, lui, il a demandé la même bourse. Il m'a dit, je veux aller à Bruxelles travailler sur les traces de Charles Baudelaire. C'est ça que je vais vous lire. Alors, l'exemplaire est plastifié. Alors, on est bibliothèque municipale, ville 82 100, Castel-Sarrazin. Je ne suis jamais allé à Castel-Sarrazin. Et par contre, ils ont un beau tampon. Le tampon, chez eux, c'est un tampon ovale, médiathèque municipale, 82 100, Castel-Sarrazin, désaffecté. Donc, message pour la médiathèque de Castel-Sarrazin. N'achetez pas le livre de Gilles Ortlieb, Fuir Paris, avec la tête de Charles Baudelaire, puisque tout simplement vous l'avez déjà eu et qui ne vous a pas intéressé. Vous l'avez tamponné, désaffecté. Et voilà, Baudelaire tamponné, désaffecté. Il y a une épigraphe de Hermann Broch, La mort de Virgile. Ça, vous connaissez la mort de Virgile d'Hermann Broch. Il était devenu un être inquiet, fuyant, cherchant la mort, fuyant le travail. Partir. Je veux dire, moi le début, partir. Un siècle et demi plus tard, ou à peu près, et l'on ne saura pas quand l'idée lui en est venue, sous quel jour elle s'est présentée à lui pour la première fois. Si on n'a jamais su comment les idées venaient et par où elles transitent, sûrement, elle avait dû plus d'une fois voleter autour de lui pendant les années parisiennes, aussitôt chassée par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui donner un début d'exécution. Ça parle de Baudelaire, vous allez me dire? Il ne nous le dit pas, Gilles Ortlieb. D'où viennent les idées, même pour Charles Baudelaire? Et si la lassitude de Paris et de soi-même, le pour-chat et l'exténuement qui le serrait de près sont devenus de plus en plus aigus au fil des ans, il aurait fallu attendre le début de l'été 1863 pour les voir se muer en désir de fuite, puis lentement, de mois en mois, de lettre en lettre. Ce désir se métamorphoser en éventualité, en probabilité, en certitude enfin, jusqu'à ce que le moment vienne d'arrimer à son tour cette certitude dans le temps, de lui fixer des dates. C'est en tout cas cet été-là, une fois consommé le fiasco de sa candidature à l'Académie française, après le naufrage de sa relation avec Jeanne, alors évidemment, tous les éléments conduisent à Baudelaire, mais il n'est pas nommé, ni même dans le titre, sinon par l'image sur la couverture du livre, et quelques autres déboires en chaîne qu'il fait pour la toute première fois mention d'une expédition en Belgique, et d'emblée comme un projet imminent dont le détail est déjà réglé. « Je n'ai plus qu'1 jour », annonce-t-il le 7 août à un correspondant, pour mes préparatifs de départ, courses, visites, emballage, etc. Je vous écrirai dans quelques jours de Bruxelles, je logerai sans doute à l'hôtel du Grand Miroir. D'où là le titre Fuir Paris et autres typos au Grand Miroir. Puis des mois s'écouleront, les 3/4 d'une année, obsèques de Delacroix, silences ou refus opposés par les cabinets ministériels à ces demandes de subventions, malentendus à propos d'articles à livrer, pour parler avec l'éditeur de Pau, voyage à Honfleur, soucis en tout genre. Vous savez que les traductions d'Edgar Poe, histoire extraordinaire, nouvelles extraordinaires, histoires grotesques et sérieuses, aventures d'Arthur Gordon Pym, Eureka, Baudelaire les vendait à prix fixe, c'est-à-dire une obole. Puis ensuite, à mesure que l'éditeur, lui, réimprime, ben non, il n'y a rien pour Baudelaire. Sinon, wow. Soucis en tout genre et autant d'alibis à une procrastination notoire, les raisons ne lui manquaient pas de repousser de semaine en semaine, de quinzaine en quinzaine son départ, de conforter par là une aboulie dont il connaissait pourtant la plupart des ruses.
Et le mot abouli me fait toujours un peu peur. Des fois, j'ai un peu cette espèce de chose-là, toujours latente en toi, un petit crabe, là, l'abouli. En novembre 63, t'aurais pu dire 1863 quand même, hein. Après avoir failli partir 10 fois, il se décide à démeubler la chambre qu'il occupe depuis près de 4 ans à l'hôtel de Dieppe, rue d'Amsterdam. Une caisse, la 3e ou 4e déjà, qu'il enverra à sa mère sous le signe de la fuite, et se persuade que son départ n'est plus qu'une question de jours. Une grande affaire, là, c'est une question d'affaires personnelles de Baudelaire, dont on n'a rien gardé, donc très peu même aussi de brouillon. Il n'en sera rien, évidemment, en décembre non plus, bien qu'il déclare vouloir se trouver sur place à Bruxelles quelques jours avant que l'année ne bascule dans la suivante. Le 1er janvier, il se donne 5 jours, une huitaine tout au plus, pour prendre les dispositions nécessaires et boucler son bagage, même si l'excitation du départ se tempère déjà du pressentiment de ce qui l'attend là-bas. Et dans cette phrase, c'est ce qui fait pour moi de ce bouquin, comme Garcin, du Sidour, Michon et plein d'autres, là, c'est cette joie du rythme. C'est-à-dire, tu trouves ce rythme justement parce que tu as l'autre personnage. C'est comme si l'aimantation que tu avais toujours là vers ce personnage dont tu traites faisait que ta phrase, elle avance toute seule. Le 1er janvier, virgule, se donne 5 jours, virgule, une huitaine tout au plus, virgule, pour prendre les dispositions nécessaires et boucler son bagage, point, virgule. Même si l'excitation du départ se tempère, virgule, déjà, virgule, du pressentiment de ce qu'il attend là-bas, 2 points. Le dégoût vite venu de son expédition, virgule, la modicité des recettes que lui procureront ses lectures, puisque c'est ce qu'il voulait faire, Baudelaire, des lectures rémunérées, l'embarras de devoir corriger ses épreuves à distance ou de mettre sur place la dernière main à la liasse des poèmes en prose. Et donc, un paragraphe, une phrase. Le mois de janvier s'écoule et il est toujours à Paris. À la mi-février, il annonce son départ pour le 20 du mois, le 25 au plus tard, mais doit à nouveau en rabattre début mars, accusant une fois de plus une incurable léthargie. Enfin, virgule, répété, enfin, virgule, le 21 avril... C'est pas son anniversaire à Baudelaire, ça? Ben oui. Il écrit à celui qui s'est entremis pour lui auprès du cercle artistique et littéraire, qu'il sera en Belgique 3 jours plus tard, le dimanche suivant. Cette fois, il s'apprête à tenir parole. Il s'emmènera là-bas et ses soucis avec lui. Dans son esprit, ce voyage ne doit d'ailleurs être rien de plus qu'un petit pas de côté, une excursion qu'il tâchera de rendre lucrative en la doublant, comme d'autres avant lui, d'une visite des galeries de peinture du pays, sans autres conséquences à long terme. L'âme n'ira jamais bien, il le sait mieux que tout autre, mais il peut au moins essayer de la désenclaver, de la désennuyer, en la dépaysant. L'important pour l'heure est de s'éloigner quelque temps de Paris, de changer de décor, de renouer, si possible, avec le fil d'un travail qu'il a tant laissé s'embrouiller ces derniers temps, qu'il ne sait plus par quel bout le ressaisir, le retendre. Dès le 15 juin, en principe, il sera de retour et il compte bien ne pas rester absent plus de 6 semaines. C'est même beaucoup, citation entre guillemets, moins de 2 mois, donc, qui passeront vite. Ça y est. Je vous ai lu le 1er chapitre. Rythme de la phrase, rythme du paragraphe. Rythme là, c'est presque séquentiel cinématographique là, du 1er chapitre, mais en même temps, tu vois le temps qui ronge. Le 31e domicile. Bon, c'est pour ça aussi que je voulais revenir à Gilles Ortlieb, le séjour à Bruxelles. Je travaille avec un ami Rurik Dmitrienko sur justement ces 32 ou 34 adresses de Baudelaire à Paris. On les a toutes refotographiées. Comment c'est aujourd'hui? Voilà. Maintenant, le voyage à Bruxelles. Gilles Ortlieb, on reprend. Aussitôt après la sortie de la gare du Nord, la brève obscurité d'un tunnel et le train s'est engouffré dans la tranchée qui traverse le faubourg Saint-Denis. Tu vois, t'imagines un récit de voyage en chemin de fer, par exemple dans Chateaubriand, ça, dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Lui, il appelle ça les trains, ces chaudières errantes. Dès 1830, enfin 1831, 1833, fabuleux. Mais Baudelaire, bon, il y a des textes sur le train, 1845, la ligne de Rouen, Flaubert, mais concevoir l'idée du voyage en train comme un changement de paradigme. Alors, évidemment, c'est un anachronisme majeur, mais c'est là le travail, l'intervention d'Ortlieb.
tu reprends Baudelaire dans ce voyage en train et tu l'écris selon notre approche à nous de vitesse, déplacement, écriture en mouvement. Aussitôt après la sortie de la gare du Nord, la brève obscurité d'un tunnel, le train s'est engouffré dans la tranchée qui traverse le faubourg Saint-Denis. Il faudrait presque faire avec un harmonicum, je pourrais vous le faire, hein. Dans la tranchée qui traverse le faubourg Saint-Denis, bondée en surplomb d'entrepôts ferroviaires, de cyclopéens dépôts de marchandises, puis le convoi a passé l'enceinte avec son fossé visible des fenêtres, s'est lancé dans la longue plaine pendant que la colline de Montmartre s'effaçait dans le dos des voyageurs avant de déboucher dans la vallée de Montmorency. Enghien, Pontoise, Auvers, des rubans de maisons adossés aux rochers, puis l'Isle-Adam, Creil et Clermont, repérables de loin à leur clocher. Et les fluctuations aimantées de l'Oise d'un côté puis de l'autre de la voie ferrée, en attendant que le paysage s'aplatisse définitivement quelques heures plus loin, que la rame ralentisse à l'approche de la frontière, marquée par 2 poteaux, à Blanc-Misseron, puis s'immobilise à Quiévrain, pour les formalités douanières. Depuis le 1er janvier 1860, l'Express ne mettait plus que 6 heures pour faire le trajet Paris-Bruxelles. 6 heures, pas mal. Parti ce dimanche 24 avril. Dans l'après-midi, il débarque donc vers 11 heures du soir derrière la palissade de la gare du Midi. J'y étais là, il y a moins de 2 mois, derrière la gare du Midi. Il y en a encore des palissades, c'est peut-être pas les mêmes. Il débarque donc vers 11 heures du soir derrière la palissade de la gare du Midi, en bordure de la place Roupa, où l'on sera sans doute venu l'attendre. De là, il se rend à pied, plus vraisemblablement en diligence. D'ailleurs, j'espère que Antoine Jacotet, vous avez corrigé, parce que là, dans l'édition Gallimard, il y avait une grosse coquille. En diligente. Il se rend en diligente à cause des bagages, à moins que ce soit volontaire, je ne sais pas, à l'hôtel du Grand Miroir, une poignée de rues plus haut, qui a été prévenu de son arrivée et où il demande une grande chambre soulignée pour pouvoir marcher avec une grande table pour écrire. Ce sera la chambre 39, dont, fidèle à un nomadisme sédentaire devenu par pis-aller une façon d'art de vivre, il ne changera plus jusqu'à son départ. Citation. Un lit en faux acajou avec édredon vert, une armoire, une commode, un canapé râpé, un fauteuil usé, 2 chaises au canage fatigué, une petite carpette nulle pendule sur la cheminée, à sa place une lampe sous abat-jour, une table s'appuie au mur, et sur ce mur règne une tenture décolorée. Voilà, on n'en saura pas plus, point. Il faut s'en tenir à cette évocation, la seule qui ait été léguée par un témoin oculaire et inlassablement reprise, comme il faut bien se contenter aujourd'hui. Alors, qui c'est ce témoin oculaire? Là, j'avoue que j'ai été paresseux, parce que Gilles Ortlieb ne nous le dit pas, ce qui aurait pourtant été pas difficile, sauf le fait que, hop là, t'as 4 lignes, ouais, le décor. Et pour nous, comme c'est important, ça devient même pas naturel dans l'écriture. Il faut toujours aller le chercher, il faut toujours travailler. Moi, je le sais bien en atelier d'écriture. Mais pour nous, associer là Baudelaire dans sa chambre d'hôtel, on a, nous, intérieurement, mentalement, une projection d'image. Donc là, ce témoignage de comment il est installé, évidemment qu'ensuite ça se propage de livre en livre, puisque c'est tout ce qu'on a. Et on ne l'a pas, par exemple, pour les chambres parisiennes, à part peut-être là, dans l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodon, et encore. Alors, moi, c'est pas difficile, il suffit que j'aille là, en bas, chez Claude Pichois, dans la bio, dans le dictionnaire Baudelaire, je le trouverai facilement. Faites-le donc. Inlassablement reprise, comme il faut bien se contenter aujourd'hui d'un nom de rue ou de faubourg, d'une façade miraculée, d'une statuette sur une place pour essayer de reconstituer à la façon... la statuette, par contre, je l'ai jamais vue, alors que l'autre jour, je suis encore repassé devant le buste de Julio Cortázar, place Brugmann, là où il est né, pour essayer de reconstituer à la façon d'un paléontologue, à partir d'un éclat de fémur.
On n'en est pas là quand même pour Baudelaire. La physionomie du Bruxelles d'alors et ses bruits, ses odeurs, l'allure de ses quartiers, tâches malcommodes, prêtes à verser à tout instant dans l'enjolivement, la fiction. C'est-à-dire que lui qui fait une fiction, c'est-à-dire qui écrit fictionnellement la reconstitution du séjour à Bruxelles, nous met en garde, ou se met en garde lui-même, contre l'utilisation de la fiction pour fabriquer littérairement ce travail d'enquête. Et tout est là dans l'écriture non fictionnelle, justement. Revenir donc plutôt à la première nuit, celle du 24 au 25 avril, dans des draps qui sentaient si fort le savon noir qu'il faudra plusieurs jours à l'occupant de la chambre 39, deuxième étage sur cour, pour s'y habituer. Au moins se réveillera-t-il parmi des bruits nouveaux, étrangers, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la grande croisière. Embarqué de force par la famille, plus de 20 ans plus tôt, il est venu sans montre. La sienne est restée engagée au Mont-de-Piété, à Paris, mais il attrapera le bruit des cloches à la volée, comptera les coups. Un peu de pratique devrait suffire, que sa manie de connaître l'heure à tout instant ne pourra d'ailleurs que l'aider à affiner. Le tout premier billet bruxellois est un message sans date, adressé à un destinataire inconnu auprès de qui il paraît s'excuser d'avoir manqué un rendez-vous. Citation: « Dans une ville qu'on ne connaît pas, tout est beau et excitant. J'ai passé la journée d'hier à errer. » Une journée sur les 800 et quelques qu'il lui reste à passer dans ce pays, mais entièrement offerte à la découverte, à l'excitation, encore un peu incrédule, sûrement, d'être parvenu à lever l'écrou parisien, à démagnétiser une ville qui aussi bien aurait pu ne plus le laisser s'échapper. Certains mots ont changé de sens de ce côté de la frontière, les visages, les démarches. La physionomie des rues lui rappelle sans cesse qu'il se trouve à l'étranger, un étranger plus provincial qu'exotique, mais il est tout disposé à faire des efforts, pendant quelque temps au moins. A-t-il d'ailleurs vraiment le choix ? Son nouveau gîte ne doit pas être beaucoup plus spacieux que sa chambre de l'hôtel de Dieppe, mais il offre encore cet avantage précieux d'être autre, ailleurs, différent. Et puis la Grand Place n'est pas loin, avec sa flèche ajourée, ses dorures, ses frontons en escalier, ses cavaliers sur les toitures, et son style joujou, et les bruissantes galeries Saint-Hubert à 2 pas. La ville, tu prends en fait les outils qu'invente Baudelaire pour Paris, capitale du 19e siècle. Repensez à tout l'appareil là, que Walter Benjamin a installé pour nous faire piger le saut en avant formel de Baudelaire grâce à Paris. Paris poussant Baudelaire, mais Baudelaire installant la possibilité de Paris devenu ville par l'écriture. Et puis, le modèle d'exécution, ça devient Bruxelles. La ville, pour ce qu'il en a aperçu au cours de ses premières explorations, tiendrait plutôt de la grosse bourgade que d'une vraie capitale. La Seine puante, SE2NE, qui court encore ces années-là à ciel ouvert, n'est pas la Seine, SEINE. On l'a dit, il le répétera, mais il tâchera de s'y faire comme à l'odeur des draps. Il n'est d'ailleurs pas venu ici pour flâner, ne s'est pas encore départi de l'état d'esprit qui lui faisait déclarer il y a quelques mois, quand cette ville lui apparaissait d'une certaine façon idéale, qu'il comptait bien travailler à Bruxelles comme un démon. Bref, de nombreuses tâches l'attendent et il s'y attelle sans tarder. Quoi faire d'autre d'ailleurs, sinon s'occuper à occuper ses journées, tâcher de justifier ainsi ce qu'il faut bien appeler sa fuite. Fin du 2e chapitre. Une petite dose encore quand même. Je voudrais qu'on aille... Non, encore il y a 2 chapitres. Là, sur Bruxelles, ses premières lectures, les déceptions, et puis ensuite l'excursion à Namur. Allez, on continue quand même un peu. Au dernier moment, et alors qu'il s'était dit résolu à ne pas quitter Paris sans contrat, il a laissé à Arthur Stevens, le cadet de 3 frères, dont l'un, Joseph, peint avec prédilection les aubes sales et les chiens de trait, pendant que l'autre, Alfred, fait poser à la file les femmes du monde et du demi-monde dans des mobiliers du Second Empire, irruption discrète de la photographie. Ça aussi, la séance... chez Carja, dans le Rimbaud, le fils de Pierre Michon, la séance de pause pour la photo. Le soin de trancher la question de ses rétributions. On lui a parlé de 200 francs, de 100 francs, voire de 60 francs par soirée. Il ne sait trop et n'a pas voulu, par pudeur, se faire préciser les conditions. Il
prévoit de donner une bonne douzaine de ces lectures pour lesquelles la matière ne lui manque pas. Il peut disserter sur l'essence du rire et sur Delacroix, aussi bien que sur Edgar Poe, Théophile Gautier, Richard Wagner ou le comte de Lille. Il avait même, avant de partir, écrit au directeur du Pays pour que celui-ci lui restitue le texte de son étude sur Constantin Guy, vous savez, le peintre de la vie moderne. Baudelaire n'avait plus de copie de ce texte, pourtant tellement central pour nous, qui pourrait lui servir là-bas. Et après les conférences prévues dans la capitale, il est tout prêt à se rendre à Anvers, à Bruges, à Liège, à Gand, partout où on voudra bien l'entendre. Il verra. La conquête de l'Ouest, en somme. Pourquoi il n'est pas parti en Amérique, Baudelaire? C'est vraiment une question que je me suis plusieurs fois posée. Il n'était évidemment pas le premier. Bruxelles avait vu défiler avant lui la cohorte des proscrits de l'Empire, tous les réfugiés du 2 décembre qui venaient quotidiennement aux nouvelles sur les dalles jonchées de coquilles de noix du passage Saint-Hubert, et donc quelques-uns étaient parvenus à électriser leurs auditoires en faisant de ces lectures un événement mondain et bien famé. Puis la vogue s'en était émoussée, certaines soirées comme celle qu'avait donnée, citation, l'infâme petit lyrique et néanmoins ami Philoxène Boyer, ce prénom, Philoxène, avait tourné au fiasco. Aux orateurs prestigieux avaient succédé des conférenciers locaux, bref, les conférences du cercle, fin du rêve, n'avaient plus grand-chose à voir avec les pieuses messes laïques de 1852, mais Stevens l'a assuré que le public ne devrait pas manquer. Pour avoir tant de fois remis son départ, il arrivait aussi un peu tard dans l'année, alors que la saison se terminait et que les cercles de province risquaient à tout moment de fermer leurs portes, on est fin avril. Il n'empêche, c'est la raison visible et affichée de son voyage ici, et quelques jours après son arrivée, il envoie ses billets selon l'usage. Je vous serais infiniment obligé de bien vouloir assister à ma lecture du, sur... La première, annoncée pour le samedi 20 mai sous les boiseries du premier étage de la Maison du Roi sur la Grand Place, sera reportée de 2 jours au lundi suivant, et il l'a fait longuement débuter par des politesses, peut-être sincères. Il y a longtemps que j'aspirais à venir parmi vous, à faire votre connaissance. Je sentais instinctivement que je serais bien reçu. Pardonnez-moi cette fatuité, vous l'avez presque encouragé à votre insu, etc., etc., jusqu'à évoquer une espèce de béatitude, une atmosphère de liberté et de bonhomie à laquelle les Français, surtout ceux que la France n'a jamais traités en enfants gâtés, ont été peu accoutumés. La pointe finale, mise à part, on croirait entendre s'exprimer n'importe qui, ou presque, sauf lui. Sur quoi, après les sinuosités de l'Exorde, lecture de L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix, paru quelques mois plus tôt dans une revue parisienne. Un journaliste bruxellois donna dès le lendemain, dans l'Indépendance belge, un compte-rendu élogieux de la cérémonie, assorti d'un hommage appuyé au poète savant et raffiné, au conférencier énergique et subtil qui avait la veille pris la parole au cercle. Le conférencier en question remercia le journaliste et invita 2 rechefs par courrier séparé, messieurs Lacroix et Verbocken, etc. Je passe. Pour solde de tout compte, il se voit remettre par les gens du cercle, au lieu des 500 francs escomptés, 2 fois 50 francs pour les 2 premières causeries. Dépit, colère, frustration et début des hostilités contre ce pays, contre ce qu'il envoie, en devine, et l'affermit dans son rejet et sa lésine. Il n'avait pourtant pas encore touché le fond, ce qu'il va s'employer à faire en organisant toujours avec Arthur Stevens et dans l'espoir d'y attirer enfin l'éditeur convoité une ultime lecture dans les salons d'un agent de change et collectionneur bruxellois, M. Prosper Crabbe, C-R-A-B-E. La cérémonie est fixée pour le 13 juin au soir dans les appartements de l'amateur des beaux-arts, dont les murs alignent les signatures de Corot, Delacroix, Fromentin, Messonnier, Millet, ou parmi les compatriotes de Leys, Vervet, Madou, Troyon, Ténier. Il s'y rend à pied, après avoir proposé à Poulet-Malassis de passer le prendre à son hôtel pour qu'ils fassent ensemble le trajet jusqu'au domicile de la rue Neuve, parce que Poulet-Malassis s'est installé à Bruxelles, lui aussi, pour fuir les dettes sous lesquelles il croule à Paris. Le récit qu'il donnera dans une lettre à sa mère quelques jours plus tard de l'événement parvient mal, sous la désinvolture affichée, à dissimuler la mortification. 15 personnes invitées par mois, dont 5 sont venues. 15 personnes invitées par le maître de logis, dont 5 sont venues.
Te figures-tu 3 énormes salons illuminés de lustres, de candélabres, décorés de superbes tableaux, une profusion absurde de gâteaux, de vins, tout cela pour 10 à 12 personnes très tristes. Ignorant cette dernière invitation comme il avait dédaigné les 5 précédentes, l'éditeur Lacroix-Verboeven ne s'est pas montré, se contentant de dépêcher sur place un actionnaire sans influence. L'épisode est cuisant, l'échec définitif. Je vais finir avec le petit aller-retour à Namur. Vous voyez comment ce livre se lit vraiment comme une espèce, non pas de polar, là c'est de la métaphore tellement facile, mais il y a un côté page-turner. Quelquefois il l'appelle Charles Dumal, comme les fleurs du même nom. Mais le mot Baudelaire semble n'être jamais prononcé. Voici déjà plus d'1 mois qu'il a quitté Paris, un mois infructueux, instructif aussi. Pour se trouver une occupation après l'échec des conférences, il a, à tout hasard, consigné quelques notes et impressions qui pourraient fournir la matière d'articles qu'il enverrait au Figaro sous le titre « Lettres de Belgique ». En les signant Charles de Faïs, sa mère s'appelle Dufayes. Mais il faudrait, pour parfaire le tableau, qu'il puisse se rendre aussi dans quelques villes de province, à Anvers, Gand, Liège, Namur, Audenarde. Oh, la navette postale et nerveusement épuisante des épreuves d'une traduction d'Edgar Poe le condamne à ne pas s'éloigner plus d'1 jour ou 2 de son hôtel, où il semble avoir pris ses marques et déjà quelques habitudes. Il sort peu, se couche et se lève de bonne heure pour travailler, n'hésite pas à l'occasion à ingurgiter d'une traite plusieurs milliers de pages pour se familiariser avec l'histoire du pays. Il a pourtant quelques amis sur place, à commencer par Poulet-Malassis qui l'a précédé de 8 mois dans ce qui était alors un havre pour contrefacteurs, opposants politiques, journalistes pourchassés, toute une faune plus ou moins interlope de petits imprimeurs d'éditions infernales, les épaves, ou plus tard les chants de Maldoror et même Saison en enfer sont imprimés à Bruxelles, et des livres de colportage ou du 3e rayon. L'éditeur s'était résigné à quitter la France pour glisser au moins une frontière entre lui et d'inextricables embarras d'argent, on se croirait chez Balzac là. Une librairie en faillite, des tracasseries policières qu'il avait déjà conduit pour un séjour de 6 mois en prison, ça j'en savais rien. Mais tout ce qui dans le passé, y compris les indélicatesses, et elles furent nombreuses, d'un auteur talonné par ses créanciers, avait pu ennuager les relations entre les 2 hommes, s'est aussitôt effacé devant le plaisir de se retrouver ici, à l'étranger, où l'imprimeur expatrié a loué une petite maison rue Mercely dans le quartier des ex-proscrits, engagé une femme de chambre alsacienne et fine cuisinière qu'elle finira par épouser, mademoiselle Fanny, et n'a pas été long à se remettre à l'ouvrage sous les regards vétilleux d'un voisinage de petits rentiers, les 2 gougnottes, les bas-fonds de la société. L'école des filles, le théâtre érotique de la rue de la Santé, les publications se succèdent à bon rythme à l'enseigne du Coq, puisant gaillardement dans un registre galant ou grivois et entouré d'un soin dont quelques-uns pressentent déjà qu'il pourrait devenir légendaire. Dans quelques mois, il y associera occasionnellement l'exilé de la rue de la Montagne, mais en attendant, les 2 hommes dînent souvent en tête-à-tête cet automne-là, se promènent volontiers dans les rues de leur ville d'adoption, accueillent avec le même plaisir l'un ou l'autre compatriote de passage, qu'on emmène parfois manger des noix accompagnés de bière et de genièvre au cabaret du vieux voleur bizarre. Félicien Rops, ce merle blanc que Poulet-Malassis n'en revenait pas d'avoir déniché à son arrivée en Belgique, s'est lui aussi vite agrégé au nombre des présences amies, bien qu'il vive à quelques heures de train de là, dans son château de Tauzé, non loin de Namur. La toute première escapade hors de Bruxelles, peu après l'arrivée, sera d'ailleurs pour lui rendre visite et faire par la même occasion la connaissance du beau-père de Félie, qui conquiert et désarme le visiteur en lui récitant de mémoire quelques strophes des Fleurs du Mal. Il aura beau se tromper de direction au retour, allant s'égarer jusqu'à Luxembourg. Voilà, ça, là encore, tiens, il faudrait de quoi en faire un petit chapitre. Dissertation. Baudelaire, pour une erreur de train à Namur, doit attendre à Luxembourg, dans la gare, le train qui le ramènera dans l'autre sens, vers Bruxelles. Il fait quoi? Il pense quoi? Il regarde quoi? Il mange quoi? Il lit quoi? Avant de repartir dans l'autre sens, le long des paysages noirs et mal devinés de la Meuse, à travers les fenêtres de son wagon,
le voyage à Namur n'en deviendra pas moins par la suite une façon de pèlerinage. Voilà, un petit extrait. Gilles Ortlieb, donc réédité, format poche, prix poche, aux éditions Le Bruit du Temps. Ça se trouve donc facilement, je vous mets le lien dessous si vous voulez directement l'avoir après-demain chez vous. Fuir Paris au Grand Miroir, mais dans la collection l'un et l'autre, même si il n'y a pas Baudelaire nulle part dans le titre, comme Michon dit Rimbaud le fils, c'est de ça qu'il est question, c'est waouh. Super content qu'il soit réédité ce livre.